Bonjour et bienvenue dans ces causeries de l'environnement et du développement durable. Et nous poursuivons cette série passionnante avec le docteur Rodolphe de Villers. Bonjour Rodolphe de Villers. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Rodolphe de Villers, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement spécialiste des aires marines protégées. Et nous avons eu largement l'occasion déjà d'aborder ces questions. Alors, cette émission sera un peu particulière puisqu'il s'agit de présenter les résultats d'une recherche que vous avez menée il y a maintenant quelques années, en 2015, avec sa publication en 2015, avec une question un peu énigmatique. J'avoue que ça a interrogé aussi un certain nombre de membres de l'équipe. Protéger les endroits importants, pas juste ceux inutiles. Alors ça, vraiment, est-ce que vous pourriez préciser ce questionnement ? Bien sûr. Voilà, pour le titre de cette causerie, j'ai un petit peu mis la conclusion au début, là. C'est le questionnement qu'on peut se poser quand on crée des parcs nationaux, des parcs marins, des parcs terrestres, etc. Est-ce qu'on protège des endroits qui sont importants à protéger, ou est-ce qu'on protège des endroits en fait qui sont faciles à protéger, hein, mais pas forcément. Et là, je vais venir un peu dans le débat et présenter que c'est aussi des endroits qui ne sont pas forcément très utiles point de vue économique. Voilà. Donc c'est des choses qui ont été développées en milieu terrestre, qui ont été prouvées en milieu terrestre, que souvent les parcs vont être créés dans des endroits qui sont plus inaccessibles, plus loin, etc. Et donc qui ont une importance économique qui est plus faible. Et donc ça rend la création de ces parcs, de ces zones protégées plus facile que des choses qui sont plus proches des villes, qui sont plus importantes en termes économiques, je sais pas, des zones agricoles, etc. Alors, donc du coup, vous avez constaté ce que l'on pourrait appeler des biais possibles dans la distribution de ces aires marines protégées au niveau mondial, finalement. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être présenter et détailler un petit peu justement ces fameux biais que vous avez quand même cités en introduction, mais je ne suis pas sûr que ce soit aussi clair, en tous les cas pour moi, c'est pas aussi clair que ça. Voilà. Donc c'est ça. Alors donc moi de formation, enfin du moins j'ai travaillé beaucoup en géographie, donc je m'intéresse aux endroits, la localisation des choses. Et donc j'ai un peu approché la question des aires marines protégées par cet angle-là, à se poser la question qui avait été un peu démontrée en milieu terrestre, justement que les aires protégées peuvent être loin et sur les endroits un peu inaccessibles. On s'interrogeait un peu la même chose en milieu marin. Donc j'ai exploré ça à trois échelles différentes. En bon géographe, j'utilise des échelles. Donc au niveau mondial, donc c'était essayer de comprendre au niveau mondial où sont les aires marines protégées qui existent et comment est-ce que et quelle est leur distribution. Est-ce qu'elles sont en haute mer, proches des côtes? Est-ce qu'elles sont toutes dans un même océan? Elles sont un peu partout, etc. Et puis après, on a regardé à une autre échelle, c'était au niveau de l'Australie, parce que j'ai fait ça quand j'étais en Australie pendant une année de recherche là-bas. Et après, plus spécifiquement, la Grande Barrière de Corail, qui était un parc, une aire marine protégée spécifique en Australie. Donc voilà, c'était un peu observer la même chose à trois échelles géographiques différentes. Alors, au niveau mondial, et là je peux vous montrer une carte un petit peu de la distribution des aires marines protégées mondiales. Donc c'est une carte, ça vient d'un site web qui est public, hein, que j'ai utilisé dans d'autres causeries, où vous pouvez visualiser la distribution des aires marines protégées. Donc vous avez les continents, et ce qu'on voit un petit peu en bleu, en bleu, en vert, etc., tout ça, ce sont des aires marines protégées ou des parcs qui ont une composante terrestre et marine. En Groenland, par exemple, on voit on est à la fois terrestre et à la fois marin. Voilà. Donc, un des premiers volets de l'étude que j'ai faite, c'était de m'intéresser un petit peu à quoi est-ce qu'on a affaire, en fait, dans ce, je vais l'appeler un portfolio d'aires marines protégées, un ensemble d'aires marines protégées dans le monde. D'une part, il y a un constat qui est intéressant, c'est qu'en termes de superficie, donc vous avez ici, au total, il y a à peu près 17 000 aires marines protégées dans le monde. Mmh. Et ces 17 000-là, aires marines protégées, couvrent potentiellement, ça dépend comment on le mesure, mais enfin, voilà, ça couvre une portion de l'océan. Mais en fait, la majorité de la protection est offerte par peut-être une dizaine d'aires marines protégées. Vous voyez, c'est les cercles bleus ici, là, là-bas, etc. Si vous prenez ces grandes-là, vous en avez peut-être 10 ou 20 qui vont représenter 90% de la superficie totale mondiale des aires marines protégées. Donc là, déjà, c'était un premier constat scientifiquement en se disant c'est très débalancé en fait. C'est qu'on a des très grosses aires marines protégées localisées typiquement au milieu des océans, autour d'îles tropicales, où il y a presque personne qui habite, et très peu d'opportunités économiques.
Et en fait, on a très très peu d'aires marines protégées ou des très petites le long des côtes très habitées, donc soit en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, etc. Voilà, donc au niveau mondial, on s'est intéressé un petit peu à ce qu'on appelle des biais, qui sont que en fait, les aires marines protégées ne sont pas placées aléatoirement, mais elles ne sont pas non plus placées là où la biodiversité est la plus importante. Et ça, c'est peut-être un des premiers constats. Enfin, quand on ne connaît pas forcément beaucoup les parcs ou les aires marines protégées, on peut se dire, bah, on crée des parcs là où c'est important, voilà, là où il y a des écosystèmes qui sont riches, là où il y a des espèces en voie de disparition. Bah, malheureusement, la réponse, c'est que non, c'est pas toujours ça. Ça, c'est ce que le scientifique aimerait faire, mais on est confronté à la réalité qui est un processus politique qui se confronte aussi à toute une réalité socio-économique qui fait que c'est pas forcément possible. Donc au niveau global, c'est ce qu'on observe, c'est qu'il y a en fait beaucoup de progrès et d'aires marines protégées qui sont créés, mais qui sont souvent créés dans des endroits très loin des populations, inaccessibles, très peu peuplés, avec peu d'activité économique. Est-ce que c'était une surprise pour vous ou c'est quelque chose que vous aviez déjà... si vous vous êtes posé la question, j'imagine que vous l'aviez déjà anticipé, mais pour le coup, cette confirmation, elle est générale, quoi. Quelles que soient les zones du monde, Ouais. c'est la même chose. Alors, là, le constat, c'était vraiment à l'échelle mondiale. Donc, au niveau mondial, on s'y attendait. Je dirais, on a un petit peu prouvé l'intuition. Mais c'est important en science de faire ça parce que la science repose sur des faits, sur des mesures, des expérimentations, etc. Donc avoir une intuition, c'est pas savoir quelque chose en science. Ça suffit pas. Ouais. C'est ça. Donc on a fait une analyse quantitative basée sur des jeux de données de distance à la population, distance aux côtes, les pêches, etc. pour démontrer ça, démontrer vraiment ce biais-là au niveau mondial. Voilà, et ça a eu beaucoup d'importance. Alors ce travail-là, cette étude spécifique-là, moi j'en suis assez fier parce que ça a vraiment eu écho sur la scène politique et ça a été repris par beaucoup d'ONG, par exemple des organisations de protection de l'environnement. Ça s'est rendu un petit peu dans des processus politiques où cette réalité, ce problème-là, a été identifié et il y a des corrections qui ont un petit peu été apportées par certains pays où ils se sont dit attention, il y a un biais, il faut qu'on essaie de le corriger. D'accord. Pas partout. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette prise de conscience-là fait que les différentes parties prenantes sont peut-être plus sensibilisées au fait que cette protection-là doit aussi prendre en compte le fait qu'elle doit se rapprocher par exemple des populations. Voilà. Et ça, c'est un petit peu le défi pour l'instant, c'est que voilà, dans la dernière causerie, on a parlé un peu des objectifs internationaux et des progrès qui sont faits au niveau international. Et puis je vous montrais en fait qu'il y a des progrès qui sont faits, mais ces progrès sont très inégaux, sont faits dans des endroits, comme je le disais, qui sont très inaccessibles, assez loin. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Alors il y a tout un aspect du débat qui est un petit peu quelle est la valeur de protéger ces endroits-là. Donc ça, c'est souvent des îles tropicales très riches en biodiversité, etc. Donc il y a un intérêt à les protéger. Mais à l'opposé, le problème, c'est que les endroits qui sont proches de nos côtes, qui sont aussi intéressants, qui sont menacés par différentes activités humaines, eux, ne sont pas protégés. C'est ça, c'est-à-dire que les endroits où il y a le plus de déclin de la biodiversité ne sont pas ceux qui sont protégés, en fait. Voilà. Et c'est ça. Et souvent, moi je fais la blague, là, je dis c'est une aire marine protégée, mais protégée de quoi, là c'est quel est le rôle d'une aire marine protégée si on protège de rien? Alors prenez un exemple, je sais pas, un récif de corail sur un atoll quelque part où il n'y a personne qui pêche, il se protège tout seul. Voilà. Il n'y a pas d'activité. Comparé à la côte ouest de la Réunion où il y a beaucoup d'activités, par exemple. Où là, il va falloir protéger d'activités qui peuvent nuire un petit peu à l'écosystème. Alors, je vais vous poser une question en étant un peu provocateur volontairement, mais est-ce qu'il y a des débats ou des controverses dans le milieu scientifique qui diraient par exemple, finalement les zones où il y a beaucoup de population, tant pis, on ne se préoccupe pas, on laisse le déclin complet de la biodiversité et on se concentre, on se focus sur des aires plus larges, isolées des populations, voire interdites, pourquoi pas. C'est ce qu'on disait aussi dans une causerie précédente, des mesures très très contraignantes, où là on pourrait observer finalement une préservation, une conservation, plus dans une vision du coup de conservation de la biodiversité. Ouais. Alors dans la communauté de la conservation marine, c'est un petit peu, il y a effectivement ces deux pôles, ces deux opinions que vous avez mentionnées là, et qui ont émergé d'ailleurs après la publication de mon étude.
Quand l'article est sorti, il y a eu des réactions un petit peu de gens en disant oh là, mais c'est très critique des grandes aires marines protégées, etc. Et puis moi, je me suis défendu. J'ai dit non, c'est pas forcément critique, mais c'est un portfolio. On est en train de construire un système de protection de la planète, des océans. Et on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. On ne peut pas uniquement protéger des écosystèmes tropicaux autour d'îles au milieu des océans, parce qu'il y a en fait d'autres choses qui sont importantes ailleurs. Donc là, il y a le concept en conservation qui s'appelle la représentativité, qui est tout simplement le fait qu'il faut avoir des choses, faut qu'on protège des choses un peu qui représentent la biodiversité. Donc si je vous donne un exemple un peu, je sais pas, marquant, on peut pas dire on va protéger je sais pas, l'Antarctique, parce qu'il y a des pingouins, parce que c'est bien, et puis voilà, et parce que ça fait 10% de la planète, et ben on fait rien d'autre, quoi. Parce que là, ça, et quoi, et les forêts tropicales et les systèmes tempérés, qu'est-ce qu'on en fait? On les protège pas. Donc en fait, les scientifiques se disent non, c'est pas comme ça qu'on va faire. On va faire un petit peu d'Antarctique, un petit peu de tropical, un petit peu de tempéré, un petit peu. Donc ça, c'est faire un système qui est représentatif. Et notre analyse, ce qu'elle montre, c'est que le système actuel n'est pas représentatif, parce qu'il est trop débalancé justement vers ces grandes aires marines protégées. Donc oui, ces grandes aires marines protégées vont protéger des écosystèmes qui sont riches, qui sont souvent peu impactés et qui pourraient être impactés dans l'avenir, mais elles ne font pas de rôle de protection parce qu'il n'y a pas grand-chose dont on protège voilà, par rapport aux zones qui sont plus urbanisées, aux côtes je sais pas, de la métropole française, de l'Angleterre, de l'Allemagne, etc., toute l'Europe. Qui, elles, sont beaucoup plus difficiles à protéger, parce que protéger la côte européenne, ça veut dire exclure des pêcheurs, par exemple. Et alors là, tout de suite, ça devient compliqué, hein, parce qu'il y a de la pression un petit peu, des lobbies, etc., qui se mettent dans le débat. Il y a à mettre tout le monde autour de la table, et puis arriver à sensibiliser. Je pense que le travail d'éducation auquel nous contribuons d'une certaine façon avec ces causeries doit permettre à un moment donné de faire en sorte que les esprits évoluent, s'éveillent à ces questions et comprennent les enjeux. Alors justement, les enjeux d'intégrer des aires qui vont amener certaines contraintes auprès des populations, vous les avez donc dans votre analyse descendante étudiées du côté de l'Australie, c'est bien ça? C'est cela, l'Australie. Donc là, je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc l'Australie a quand même fait énormément de travaux récemment, dans les 10-15 dernières années, pour développer ce qu'on appelle un réseau d'aires marines protégées. Donc c'est des aires marines protégées, mais ensemble, elles forment un réseau. Donc là, ce que vous voyez l'Australie, hein, et puis vous voyez de toutes les couleurs, enfin les 3 couleurs, enfin 4 couleurs, mais trois couleurs principales qui sont le vert, le bleu et le rose, là, qui vous montrent des aires marines protégées qui existent maintenant, de différentes catégories. Alors c'est des niveaux de protection que j'avais mentionné dans une autre causerie, mais en gros, en vert, c'est très protégé. En bleu, c'est moyennement protégé, et puis en rose, c'est encore moins protégé. Voilà. Donc ce qu'on voit, c'est les eaux australiennes. Alors on voit des zones très protégées, en vert ici par exemple, à côté de zones un peu moins protégées. On voit la grande barrière de corail ici, qui est un parc quand même assez protégé au nord-est de l'Australie. Et puis la mer de corail, qui est un grand ensemble qui a été protégé de manière assez stricte, etc. Donc là, nous, on s'est intéressé à la distribution et au processus qui a créé ce réseau, en fait, et un petit peu à l'interface avec le processus politique. C'est pourquoi est-ce qu'on a fait une aire marine protégée là, et pas à côté, et pas ici, et pas là-bas, etc. Et pour ce faire, eh ben, on a confronté en fait la distribution des aires marines protégées, on l'a confronté avec des données scientifiques qu'on avait sur la pêche, par exemple. Où est-ce que la pêche prend place? Quels sont les endroits où il y a des poissons? Où est-ce que les intérêts de l'industrie du pétrole en Australie, qui sont très forts, sont? Dans quelle région, etc. Et essayer de comprendre la relation spatiale, géographique, entre les aires marines protégées qui sont créées et leur niveau de protection, et ces activités humaines. Et donc c'est ce que je vais vous montrer sur les prochaines diapositives. J'imagine que vous avez eu à mobiliser des jeux de données très importants pour arriver à avoir une exploitation et du moins des conclusions qui soient représentatives. Oui, donc on a eu accès à des jeux de données qui ne sont pas forcément importants en termes de volume de données, mais qui ont nécessité énormément de travail de préparation. Alors, ces jeux de données existaient déjà. Il y a déjà, alors par exemple, on a été chercher des données à l'Institut des pêches australien, qui eux font un travail de fond pour faire une cartographie de toutes les activités de pêche.
Alors après, ce sont des données qui sont très difficiles d'accès. Alors autre chose, c'est qu'en scientifique, on aime bien partager les données, etc. Mais dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Il y a des données qui sont sensibles et des données à laquelle même nous, scientifiques, on n'a pas accès du tout. Donc ça a été très difficile d'avoir accès à ces données-là, justement les données de pêche, à une résolution qu'on voulait, c'est-à-dire avec un niveau de détail suffisant pour comprendre un petit peu la distribution. Et que vous avez réussi à les avoir, malgré tout. Et on a réussi à les avoir, bonne nouvelle. Bon. Alors, comment est-ce qu'on fait d'ailleurs, excusez-moi, mais pour avoir accédé à des données qui sont évidemment sensibles, puisque évidemment là il s'agit de concurrence aussi, je dirais économique. Donc là, il y a un intérêt politique derrière, à mon avis, qui a joué peut-être fortement. Non, comment est-ce que vous avez pu négocier ce type de... Je dirais plus que l'intérêt politique de l'Australie était de ne pas nous donner les données, parce qu'ils savaient que si on analysait les données, on allait critiquer leur politique publique. Donc, mais on avait des collègues qui travaillaient pour des instituts de recherche australiens qui avaient les données. Et en fait, dans certains cas, on n'a pas eu accès aux données, mais on a eu accès aux résultats d'analyse. C'est-à-dire qu'on a demandé à nos collègues qui avaient les données, mais qui ne pouvaient pas nous les donner, de faire des analyses et de nous redonner les résultats des analyses. Ce qui veut dire qu'il n'y avait rien de confidentiel. Hein. Le problème avec les données de pêche, c'est que souvent, il y a le problème de confidentialité. C'est que savoir que quelqu'un pêche ici pour tel poisson et en prend tant, ce n'est pas de la donnée publique. Et nous, en tant que scientifiques, on a du mal à accéder à ces données-là, justement pour cette raison-là, parce que si après on l'utilise et on la publie, ça devient public, et là, ça peut créer des problèmes. Donc on a trouvé différentes manières un peu de... Vous avez pu exploiter les résultats et ça vous a permis de mener votre étude. Alors, du coup, si on rentre un petit peu dans le détail de vos résultats, qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut en conclure? Voilà. Donc sur la carte que je vous montrais tout à l'heure, un petit peu de l'Australie et tout ça, on s'est intéressé par exemple, donc vous voyez, il y a des zones, alors le trait bleu ici délimite les eaux australiennes. Donc chaque pays, en fait, à 200 000 nautiques, c'est une distance de la côte. Et à l'intérieur de cette distance-là, c'est géré par le pays. À l'extérieur, c'est la haute mer, c'est international. Ensuite, l'Australie a sous-divisé leurs zones en différentes zones. Alors ici, il y en a une, là, il y en a une autre, etc. Voilà. Donc il y a différentes zones de gestion dont je vais parler un petit peu tout à l'heure, là. Et on a regardé à l'intérieur de chacune de ces zones à quoi ça ressemble les aires marines protégées. Donc on a regardé leur distance par rapport à la côte. Alors vous voyez ici par exemple, on a du vert qui est proche de la limite des eaux australiennes. Et là encore, on a du vert proche de la limite. Et là, on a du vert proche de la limite. Et en fait, on n'a pas beaucoup de vert proche de la côte. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les niveaux de protection élevés sont souvent situés à l'extrémité des eaux territoriales de l'Australie et pas proche de la côte. Et ça, c'est une réalité politique. Parce qu'en fait, ces zones qui sont protégées de manière forte vont exclure les pêcheurs, et les pêcheurs, eux, ne se rendent pas dans ces zones-là. Donc souvent, c'est qu'on va identifier des zones de protection fortes là où il n'y a pas de pêche, et les zones qui sont pêchées, elles, restent ouvertes à la pêche, ou avec des zones de protection qui sont plus faibles. Oui, parce que là, on est sur des distances d'environ 300 km, là, à peu près. Je ne sais pas si on est en kilomètres ou en milles, d'ailleurs. Là, c'est des kilomètres, là. Kilomètres, oui. Ouais. C'est quand même assez éloigné, quoi. C'est vrai que c'est pour le coup, pour des pêcheurs... Ça dépend de la pêche, là, mais en général, le pêcheur, normalement, monsieur tout le monde part le matin et revient quelques heures après, etc. Ils ne se déplacent pas sur 200 km avec leur bateau là, pour aller chercher un ou deux poissons. Ouais. Après, c'est la pêche commerciale le fait. Oui, les pêches industrielles, oui. Et donc, du coup, ça, c'est votre étude a révélé ça. C'était quelque chose qui était anticipé par votre intuition, mais pour le coup, qui est confirmé par les jeux de données que vous avez pu analyser, en fait. Voilà. Donc, ces zones vertes. Voilà. Donc là, par exemple, une des choses auxquelles on s'est intéressé, là, c'est l'illustration suivante là, que je vous montre. C'est ce concept de représentativité dont je vous parlais tout à l'heure. L'idée qu'on ne protège pas juste l'Arctique et juste l'Afrique, etc. Et bien là, en fait, on le décline à l'Australie. Et l'Australie, en fait, est sous-divisée en ce qu'on appelle des biorégions, des régions écologiques, donc qui sont comme des unités, des sous-ensembles de l'océan australien qui sont différents en termes d'écologie. C'est-à-dire que ce qui est ici, en termes d'écologie, sera différent de ce qui est là, etc. Et là, on regarde un petit peu ce réseau d'aires marines protégées qui a été créé, combien il protège. Donc, est-ce qu'il protège complètement, 100% ou rien du tout, ces zones-là. Et ce qu'on voit, c'est que c'est très inégal. Donc, on voit quand on est en haut ici, on a plein de zones écologiques qui sont presque pas, où il y a moins de 10% qui sont protégées.
Ça, c'est déjà pas mal, hein, 10%. Alors qu'à l'inverse, on en a où c'est 80, 90%, etc. Donc ça, c'était un premier constat qu'on avait eu. C'est en se disant, voilà, on fait un réseau d'aires marines protégées, mais il est très peu représentatif des régions écologiques australiennes. C'est que certaines régions sont très protégées, certaines régions sont peu protégées, et le niveau de protection aussi va varier. Certaines régions vont être protégées de manière forte, certaines régions vont être protégées de manière faible, etc. Donc c'était un premier constat qui n'était pas forcément attendu, parce que le gouvernement en fait déclarait qu'il faisait un réseau qui était représentatif. Donc là, on a un peu prouvé que ce n'était pas le cas. Mais le niveau de décision sur ces aires se situe au niveau gouvernemental, ou est-ce qu'il y a une administration régionale là-dessus? Alors l'Australie, c'est un État, c'est comme une fédération, hein, donc il y a le pays Australie, et puis ensuite il y a des États, alors le Queensland, le New South Wales, qui ont des gouvernements d'État, locaux, ouais, c'est ça, qui eux aussi ont un pouvoir. Donc après, c'était un processus, ce réseau-là a été fait au niveau national, donc tout l'Australie, mais en collaboration avec les États. Voilà. Et en fait, un des problèmes, si je rentre un petit peu rapidement dans un aspect technique, là, mais c'est quand ils ont créé leur réseau d'aires marines protégées, leur objectif, c'était de protéger toutes les biorégions. Et là, on regarde ça et on dit, bah oui, ils l'ont fait. Ils ont protégé toutes les biorégions, mais ils ont protégé 1% de certaines et 100% d'autres. Voilà. Donc là, c'est un problème un petit peu au niveau de la formulation des objectifs. En tant que scientifique, je dirais, ben voilà, non, il aurait fallu dire qu'on protège au moins 20% de chaque biorégion ou quelque chose pour avoir quelque chose qui est représentatif. Mais voilà, c'était pas le cas. Mais ça s'explique par le politique, par la décision politique, ou comment vous en avez, quelle était votre explication pour ces... finalement, ces déséquilibres-là. Ce processus de création des aires marines protégées en Australie a été très teinté de beaucoup de lobbying politique. Donc c'est un peu ce que je présente sur certaines illustrations après, là, mais il y a des intérêts économiques dans certaines régions qui empêchent en fait de protéger beaucoup certains éléments. Donc on a fait l'étude aussi un petit peu pour regarder ce niveau de protection-là. Donc on regardait est-ce qu'on protège beaucoup ou pas beaucoup en fonction de la profondeur d'eau. Alors la profondeur d'eau, ça nous donne un petit peu la distance. Alors la côte, si vous voulez, quand on partait de la côte, il n'y a pas d'eau, hein, donc on est à 0. Et puis après, plus on avance, en général, plus c'est profond. Donc quand on est dans les eaux très très profondes, là on parle de 8000 mètres de profondeur. Donc ce qu'on voit ici très rapidement, c'est qu'entre 0 et 300 mètres, hein, on ne protège pas grand-chose. Entre 300 peut-être et 300 et 500, on protège un peu, mais surtout, vous voyez du bleu, vraiment peu de vert. Et en fait, le vert commence à 500 mètres. Ici, le vert qui est la protection forte. Et on va le retrouver là. Donc, ici, ce que ça représente, c'est que les protections par des aires marines protégées ne se font pas au niveau de la côte. Elles se font souvent dans des eaux qui sont déjà assez profondes, 500 mètres, qui sont peu utilisées en termes d'exploitation. Alors, les pêches, par exemple, parce que quand on va pêcher à 500 mètres, c'est pas avec un filet de pêche, là. Enfin, ça prend des technologies commerciales pour le faire. Hein. C'est pas monsieur tout le monde qui le fait. Voilà. Donc ça, c'est un autre biais, le biais à la distance. Et donc là, vous avez encore un... Alors, le biais à la distance, on l'a vu, hein, on l'a observé dans les résultats d'ailleurs de la carte, hein, on le voit avec les zones, etc. Sont plutôt éloignés pour le coup. Et donc, par rapport à ces régions-là, vous présentez donc le taux moyen en kilos par kilomètre carré de présence de poissons finalement, de possibilités de pêche, si je comprends bien. C'est ça. Donc là, c'est un indice qui est calculé par le gouvernement. Hein. Ça ne veut pas forcément dire combien il y a de poissons, combien il y a de kilos de poissons dans un kilomètre carré, mais ça veut dire que quand ils font des études, ils font une estimation basée sur leurs échantillons qui estiment. Donc en gros, ça, c'est combien de poissons, hein. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de poissons ou il n'y a presque pas de poissons. Et là, en fait, ça, c'est la quantité de poissons avant qu'ils créent ces aires marines protégées. Ah, d'accord. Voilà. Donc on a pris des cartes qui estimaient la quantité de poissons dans les eaux australiennes. Et ensuite, on a regardé les aires marines protégées qui ont été créées. On regarde, est-ce qu'il y avait du poisson ou il n'y en avait pas à l'endroit où on a créé. Donc c'est pour comprendre en fait un petit peu la relation entre la pêche et la capacité de pêche et les aires marines protégées. Et ce qu'on se rend compte sur le graphique là, c'est que donc ce que vous avez encore ici, c'est les aires marines protégées qui ont été créées ici, avec des niveaux forts ou des niveaux moins forts. Et ça, c'est ce qui a été laissé sans aires marines protégées à droite. Donc ça, c'est des zones où ils n'ont pas fait d'aires marines protégées, ils se sont dit on laisse ouvert à la pêche. Et le constat, c'est que les eaux
où il y avait des poissons, eh ben, ils les ont pas protégés. Hein, c'est tout simple. C'est C'est ça. que quand il y avait des poissons, on l'a pas protégé. Quand il y avait pas de poissons, on l'a protégé. Donc là, c'est un petit peu une simplification. Après, ça se décline aussi par région. Donc dans la légende, vous voyez, c'est différentes régions, puis il y a des histoires à faire. Mais en gros, le constat général, c'est ça. C'est que les endroits qui étaient riches en poissons n'ont pas été protégés. Et les poissons, c'est important de les protéger parce que ça fait partie de la biodiversité. Les endroits où il y avait peu de poissons ont, eux, été protégés. Ils sont protégés. Voilà. Donc c'est un indice supplémentaire dans notre étude qui nous indique en fait qu'il y a un petit peu des intérêts économiques. Alors les lobbies de la pêche sont extrêmement forts en Australie. Et ceux-là, ils sont autour de la table quand ces réseaux d'aires marines protégées sont créés. Ben, il y a des partenaires, ils voient les cartes et là ils disent ah ben non, pas ici parce que là on en a besoin, pas là-bas, pas ici. Pourquoi vous n'allez pas en faire une là-bas? Puis les scientifiques ils disent il n'y a rien là-bas. Ils disent ouais, c'est pas important, voilà, etc. Donc ça cette étude-là nous montrait un petit peu la relation entre le placement des aires protégées et la pêche. Alors, si maintenant, parce qu'on est dans cette analyse descendante, maintenant on va rentrer donc du côté de peut-être plus précise de la barrière de corail, c'est ça? Alors, pas tout de suite. Pas tout Je de vais suite. juste, pour finir, je vais vous présenter une dernière illustration. Alors ça, c'est la dernière, c'est par rapport. Donc là, on est dans le nord-ouest de l'Australie, hein, qui est une zone très riche en pétrole. Donc vous avez, c'est ça, l'Australie de l'Ouest, Ah, on est sur l'Australie du Nord, etc. Voilà, et puis l'océan Indien, hein, donc on est de notre côté ici aussi. Et alors ce que vous voyez ici, c'est d'une part les aires protégées, donc les parcs qui ont été créés hein, en vert, voilà, donc les différentes catégories ici. Mais après, ce que j'ai superposé, ce sont des choses reliées au pétrole, l'exploitation, l'extraction du pétrole dans les eaux australiennes. Donc les points noirs, par exemple, ce sont des forages. D'accord. Donc chaque point noir que vous voyez ici, hein, etc., ce sont des forages pétroliers qui ont été faits. Et les petites zones un peu jaunes, c'est des zones qui ont été vendues à l'industrie du pétrole pour faire de l'exploration. Donc c'est des zones d'intérêt potentiel. Donc des compagnies dépensent des milliards et des milliards, ou au moins beaucoup de millions, pour avoir une exclusivité là-bas, pour envoyer leurs bateaux, voir s'il y a du pétrole, etc. Voilà. etc. Donc pour le coup, elles ne sont pas du tout protégées, ces zones-là, si je comprends bien. Alors c'est ça, nous on a fait le constat, on a regardé un petit peu, et puis voilà, je pense que c'est assez clair. Hein. Vous regardez, ici il y a des aires protégées, il n'y a pas de pétrole. Dès qu'on a Là il y a du pétrole, il n'y a pas d'air protégée. Voilà. Ici on a des aires protégées, il n'y a pas de pétrole. Là il y a du pétrole, il n'y a pas d'air protégée, etc. Donc on alterne un petit peu. Alors ça, on ne s'y attendait pas du tout. Ah bon, d'accord. Ben, on s'attendait mais pas de manière aussi claire. Hmm. On s'attendait à ce qui est quand même un petit peu, mais là, c'est vraiment et là, je reviens au titre un petit peu de la causerie, hein, qui est les aires marines protégées. Des fois, elles sont créées dans des endroits qui sont juste inutiles pour l'économie. En anglais, on appelle ça des leftovers. Là, c'est les résidus un petit peu. C'est qu'on regarde qu'est-ce qui est important. Alors en milieu terrestre, ça peut être pour l'agriculture, pour la forêt, pour l'urbain, etc. Et puis quand il n'y a pas vraiment d'usage, on se dit ah bah tiens, on va envoyer les écolos là-bas, ils pourront nous faire une aire protégée. Il y a sûrement 3 criquets à protéger. Ils seront contents, Voilà. ils auront une Ils aire seront marine contents, ils protégée, auront leur voilà. truc. Alors, et là c'est le débat de qu'est-ce qu'on protège. Alors, je mentionnais un petit peu au début, c'est est-ce qu'on protège ce qui est important ou est-ce qu'on protège ce qui n'est pas utile pour l'économie? Ou est-ce que c'est un mélange entre les deux? Et souvent, c'est un mélange entre les deux. Mais ce mélange entre les deux, il n'est possible que dans un jeu de rapport de force qui est peut-être déséquilibré. Voilà. Alors après, ça dépend. Le rapport de force va être différent en fonction des pays, en fonction des contextes politiques, en fonction des gouvernements. Il y a des gouvernements qui sont un peu plus écolos que d'autres, etc. C'est très différent. Voilà. Et puis finalement, c'est ça. On s'est intéressé, comme vous disiez, là, à la Grande Barrière de Corail. Donc là, on est de retour au nord-est de l'Australie. Là, on a changé de région. Là, pour Voilà. le coup, on est passé de l'ouest à l'est. à l'est. D'accord. À l'est. On est complètement à l'est. Donc on est de retour dans la Grande Barrière de Corail, qui est un parc marin qui existe depuis presque 50 ans, là, et qui est vraiment un endroit exceptionnel de biodiversité, etc. Est-ce que c'est un des premiers au monde ou... Voilà, c'est un des premiers parcs marins qui a été créé au monde dans les années 70, il me semble. D'accord. Et qui a été révisé. Alors, d'ailleurs, voilà, cette carte le montre un petit peu, là, c'est que quand ils l'ont créé dans les années 70, il y avait un niveau de protection assez faible. En fait, les zones protégées dans le parc marin les zones protégées fortement étaient assez petites. Et quand je suis arrivé, moi, en Australie pour mon année de travail là-bas, c'était le moment où c'était pas longtemps après le processus où ils ont révisé leur plan. Ils ont refait un petit peu le plan du parc marin.
et ils ont augmenté la couverture de protection. Donc il y a beaucoup plus de choses protégées. Et cette figure ici, ce que ça vous montre, c'est les zones. Alors en vert, c'est les zones qui existent actuellement. Donc actuellement, ces zones-là sont protégées de manière forte. Hein. Après, les zones qui sont assurées, ça vous montre un peu le brouillon. Quand ils ont fait le processus de planification de la nouvelle aire marine protégée, c'était un petit peu ce qu'ils voulaient faire. Donc, si vous voulez, le assuré, c'est ce que les scientifiques voulaient faire. Les scientifiques disaient, voilà, nous, on aimerait bien protéger tout ce qui est en assuré. Et finalement, ce qui a été fait, ce qui est en vert. Et ici, je vous montre un petit peu pourquoi. Alors, il y a un exemple ici, par exemple. On voit que ça peut être sur certains secteurs très différents, d'ailleurs. Voilà. Donc ici, par exemple, vous voyez, il y a un endroit qui avait été identifié comme étant important, mais qui n'a pas été protégé, cet endroit que je montre en rouge, qui était assuré ici, donc c'était important. Et ça, c'est parce que le bleu qui est à l'intérieur, vous voyez, c'est de la pêche. Donc, pendant le processus de planification de l'aire marine protégée, les industries ont demandé à extraire certaines zones du plan pour les garder ouvertes à la pêche. Alors, on en a, c'est là où il y a les flèches rouges, on en a ici, on en a là-bas, on en a ici, etc. On en a ici. Donc ça, c'est pas anormal de le faire aussi. C'est un processus qui doit se faire en concertation. Voilà, mais ça peut laisser des angles morts un petit peu où on peut avoir des écosystèmes qui sont très importants à la fois pour la biodiversité et pour l'économie. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait? Alors des fois, on arrive à les protéger, mais souvent, on n'y arrive pas. Souvent, voilà, c'est les endroits qui vont rester ouverts à la pêche, même si on sait qu'il y a une biodiversité qui est critique, qui est en danger et qu'il faudrait protéger. Très bien. On peut imaginer qu'avec l'évolution des consciences, du moins la prise de conscience de ces questions de biodiversité, d'écologie, eh bien, les discussions puissent amener quelquefois à d'autres résultats. En tous les cas, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie, Rodolphe de Villers, encore une fois, de nous avoir présenté, eh bien, pour le coup, cette étude que vous avez menée en Australie. C'était passionnant. On voyage, vous nous faites voyager là, dans les aires marines protégées mondiales, donc c'est vraiment passionnant. Qu'est-ce que vous pourriez, pour conclure, puisque finalement, les endroits importants, est-ce que utiles, pas utiles, qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce qu'on pourrait conclure à l'issue de cette causerie? Ouais, comme d'autres causeries avant, je dirais, ce qu'il faut conclure, c'est qu'il ne faut pas se laisser influencé par le discours politique qui nous dit, voilà, j'ai créé des aires marines protégées, on a la plus grande aire marine protégée au monde, ou des trucs comme ça, où on a doublé notre superficie. Il faut être critique, il faut essayer de comprendre, il faut s'intéresser un peu aux détails, il faut voir qu'est-ce qui a été créé, où, comment, est-ce que c'est suffisant, est-ce que ça fait quelque chose, est-ce que ça fait un effet. Ce sont des problèmes qui sont complexes, et pour l'instant, ce qu'on réalise, c'est qu'on ne fait pas assez. On ne protège pas suffisamment et on protège surtout de manière pas assez forte. Donc on crée des aires marines protégées mais qui n'ont pas un niveau de protection très, très fort et donc qui à la fin ont des impacts qui sont assez négligeables. Donc voilà. Eh bien, merci Rodolphe de Villers pour ce mot de la fin. Et puis, rendez-vous pour une prochaine causerie, toujours dans cette série biodiversité, protection de la nature. Alors à très bientôt. À bientôt. À bientôt à toutes et tous. Et puis n'oubliez pas, pour celles et ceux qui le souhaitent, de vous abonner. Et rendez-vous très prochainement.